Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour prendre le pouls des dernières tendances au sein de l'industrie ETF, de la gestion passive comme on l'appelle. Et c'est Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On fait le point d'abord avec vous chaque mois sur la tendance en matière de collecte, en référence à ce qui s'est passé au mois de mars, bien sûr. Olivier, j'ai regardé rapidement les résultats de BlackRock pour le premier trimestre qui était publié aujourd'hui. Les encours ont progressé de 15% à plus de 10 trillions. Donc je me dis que le mois de mars a dû être un mois de collecte positive à nouveau pour l'industrie. À nouveau un mois de collecte positive. On a environ 10 milliards de collecte sur le mois. Donc c'est ralenti un peu depuis les 5 derniers mois. Donc vraiment depuis le mois d'octobre. C'est un mois qui est relativement, j'allais dire faible, qui ralentit un petit peu. Mais 10 milliards, ça reste quand même une forte collecte. Depuis le début de l'année, dans ce premier trimestre, on a plus de 44 milliards de collecte sur les ETF en Europe. Si on veut faire une référence par rapport à 2023, on était à 40 milliards et demi, donc c'est en progression par rapport à l'année dernière, une belle progression sur l'année. Donc voilà, 10 milliards de collecte. Oui. Et la classe d'actifs grande gagnante de ce mois de mars en termes de collecte, les actions. Ce sont les actions. Ce sont les actions. Donc là, on revient, on se souvient 2023, le marché obligataire, les ETF obligataires collectaient beaucoup. Là, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus classique avec un peu plus de 9 milliards 4 de collecte sur les actions sur le mois. Alors que sur les obligations, on est à un peu plus d'1 milliard, donc une collecte relativement faible. On a eu un marché encore risk-on, encore sur le risque, et donc la collecte s'est porté vraiment sur les actions. Les matières premières décollectent presque plus. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça le sens du mouvement. D'accord. Ça fait des mois. Moins 65, ça veut dire qu'on a quasiment arrêté de décollecter enfin sur les ETF matières premières, sur les produits indiciels matières premières. Ça fait environ un an que tous les mois, on avait des décollectes relativement importantes même. Et là, le flux se stabilise. On rentrera peut-être dans le détail un peu plus tout à l'heure sur les matières premières, à moins qu'on vous les commenter. En fait, moi, ce qui m'intéresse sur les matières premières, c'est l'or, pour dire les choses. Oui, parce que là, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de collecte sur les ETF. Or, en tout cas, ceux qui sont domiciliés ou en Europe ou aux États-Unis. Et donc, ce sont d'autres drivers qui poussent l'or à la hausse. Exactement. Alors, sur les métaux précieux, c'est relativement flat. Donc, il n'y a pas de décollecte. Par contre, l'or décollecte 1,5 milliard encore sur le mois. Donc, on continue à décollecter au niveau des incroyable. ETF. Et c'est les autres métaux qui viennent inverser un peu la tendance. L'argent, notamment, collecte beaucoup via ETF et ETP. D'accord. Mais l'or continue de décollecter sur le segment ETF. Et donc, je vous confirme qu'effectivement, les flux qu'on a sur l'or et la hausse qu'on voit sur l'or, les banques centrales n'achètent pas d'ETF pour acheter de l'or. Oui, ils n'ont pas besoin, oui. Mais puis ailleurs en Asie, on peut avoir aussi là peut-être des produits industriels ou en tout cas du retail qui achète à travers d'autres produits. Mais il y a bien quelqu'un qui achète. L'or continue de décollecter. Oui, c'est ça. Mais c'est pas sur les ETF que ça joue. Exactement. D'accord. La dynamique ESG est toujours intéressante à regarder. Oui. C'est un filtre standard maintenant du marché. Et on sait que c'est compliqué sur le ESG depuis 2 ans avec les performances. Et c'est encore un tout petit mois de collecte. On a moins d'1 milliard de collecte sur le ESG. On a 850 millions uniquement de collecte sur le ESG. Et fait marquant, sur les actions, donc tous les ETF actions qui ont un filtre ESG, on est plutôt en décollecte à moins 150 millions, donc c'est une toute petite décollecte, mais c'est une décollecte. Et nous, chez Yomoni, on regarde les flux de l'ESG depuis avril 2021, on n'avait jamais vu de mois de décollecte sur les ETF actions. Donc ça décollecte un petit peu sur le ESG. Sur l'obligataire, ça collecte. Alors là, par contre, c'est pratiquement tous les flux, donc 90% des flux sont sur des ETF obligataires maintenant. ESG. Exactement. Donc ça, c'est aussi ça devient un standard. Ça devient un standard, tout à fait. Et donc, cette décollecte et des flux vraiment très, très faibles sur l'ESG, ça s'explique certainement par les performances. Et même lorsqu'on regarde au niveau indiciel, en fonction des méthodologies que vous avez, si on prend un indice monde, par exemple, vous avez entre le SRI PAB, le les trend leaders, enfin, toutes les différentes thématiques que vous avez, depuis le début de l'année, vous pouvez avoir jusqu'à un peu plus de 3% d'écart de performance sur un trimestre. Donc, on voit aussi que c'est compliqué de vraiment analyser les méthodologies et de voir les risques qu'on prend par rapport au biais ESG. Donc tout ça explique qu'on a encore un tout petit mois de collecte ESG sur le mois. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des émetteurs ? Alors j'évoquais, c'est le jour où BlackRock a publié ses résultats du premier trimestre. Est-ce que BlackRock est numéro 1 toujours ? Oui, toujours numéro 1 en termes d'encours. De toute façon, il représente plus de 44% en termes d'encours en Europe sur les ETF. Donc ils ont un volume et les places, les premières places ne bougent pas globalement en termes de collecte. Ce qu'on peut dire, c'est que DWS continue à faire une bonne collecte depuis le début de l'année et sur le mois de mars. Là où Amundi, sur le mois de mars, a eu une collecte un peu moins importante globalement. Mais on voit que de toute façon, en termes
de grande masse. Il faut vraiment descendre au 17e rang des émetteurs en Europe pour arriver à avoir des échanges entre Vanek et Osiam, par exemple, ce genre de choses. Sinon, les places sont quand même bien attribuées. Figées. Oui. On a peut-être d'autres fusions, hein. Il y a des fusions des rachats, mais voilà, sinon les places sont quand même relativement figées en termes d'émetteurs sur le marché européen. Il y a une spécificité autour de JP Morgan, vous dites, qui est un gros collecteur de produits, de collecte ESG, c'est ça ? Exactement. On commence vraiment à ségréguer, à regarder la collecte sur le non-ESG, sur l'ESG. JP Morgan, depuis le début de l'année, est le plus gros collecteur sur vraiment les ETF ESG globalement et fait aussi un très très bon mois de mars. DWS, qui était le deuxième plus gros collecteur, fait un mois un peu moins soutenu en termes de collecte. Et Amundi, qui est le troisième depuis le début de l'année en termes de collecte ESG. On voit que là, pour une fois, on arrive à avoir BlackRock qui n'est pas promis en position. Intéressant. Des collectes sur le mois de mars en termes d'ESG. Donc on a vraiment un gros écart en termes de collecte ESG. Et JP Morgan reste relativement important depuis le début de l'année en termes de collecte sur les ETF ESG. Ouais. À propos de BlackRock, si on regarde les lancements de nouveaux produits sur le mois de mars, il y a un produit qui a attiré l'attention de toute l'industrie, je crois, c'est ça, lancé sous la marque iShares, qui est la marque de BlackRock, qui permet de répliquer les actions mondiales et qui est un produit PEable. C'est exactement, ça, Olivier. Exactement. Donc c'est un ETF PEA qui traque le MSCI World, qui va répliquer le MSCI World, mais qui est PEA. Et c'est intéressant. Alors, ça effectivement, c'est le lancement qui a animé le marché en termes de lancement et en termes d'intérêt. Pourquoi ? Parce que des ETF PEA qui répliquent le monde, il y en a peu. Donc ça rajoute un petit peu de concurrence. Et c'est intéressant sur plein de points. Déjà, ça veut dire que... Je rappelle, PEA, normalement, au départ, c'est actions françaises et un peu d'actions européennes. C'est ça. Exactement. Et là, on peut jouer sur le terrain mondial. Exactement. Donc nous, on a investi beaucoup chez Yomoni sur ce type d'ETF pour justement, dans notre PEA, pouvoir s'investir sur le monde entier. Et ce sont des ETF qu'on appelle synthétiques. Donc vous avez deux manières. Lorsque vous gérez un ETF pour répliquer un indice, vous avez la méthode qu'on va appeler réplication physique, qui consiste à acheter directement les actions pour répliquer l'indice et détenir directement les actions. Et vous avez la méthode synthétique qui consiste à acheter un panier d'actions et d'échanger à l'intérieur d'un contrat dérivé la performance de ces actions contre l'indice que vous voulez répliquer. Donc, typiquement, pour être éligible au PEA, vous devez détenir des actions européennes. Donc l'ETF va acheter des actions européennes, échanger la performance de ce panier d'actions européennes contre, là en l'occurrence, l'indice monde. Et c'est ce qui permet d'avoir un ETF qui va répliquer l'indice monde et qui va être éligible au PEA. Ce qui est intéressant, alors c'est intéressant à plein de titres ce lancement. Déjà, c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu la guerre historiquement entre les investisseurs, les émetteurs américains et les émetteurs européens. Les Américains étaient vraiment réplication physique entièrement et BlackRock fait pratiquement pas de que de la réplication physique. D'accord. Exactement. Et c'est vraiment, il y avait eu une guerre au moment de la faillite de Lehman Brothers, notamment pour dire attention, le synthétique peut être dangereux. Donc vraiment, il y avait cette dichotomie entre les émetteurs américains et les émetteurs européens qui, eux, utilisaient beaucoup plus de produits dérivés et donc faisaient beaucoup plus de réplication synthétique. Donc on voit que BlackRock aussi commence à faire du synthétique. Ça montre aussi que BlackRock s'intéresse au marché français. Bah oui, j'allais dire, pourquoi c'est eux qui nous proposent ça ? Exactement. Donc, vous avez Amundi, vous avez BNP, d'autres émetteurs, mais c'est quand même BlackRock qui s'intéresse du coup au marché français pour le côté PEA. Nous, on voit ça vraiment comme un signal en disant que les ETF vont continuer à vraiment percer. On sait que la France est un peu en retard par rapport au reste de l'Europe et par rapport au monde. Donc BlackRock se dit, les DIC vont certainement... Oui, parce que là, c'est un produit dédié spécifiquement au marché français. Oui, parce que le PEA n'intéresse que les Français. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça rajoute un peu de compétition là où Amundi avait déjà un ETF PEA monde. Et donc, ça va rajouter un petit peu de compétition, ce qui est toujours bon. Nous, en tant qu'investisseurs, on est toujours heureux. Plus il y a de compétition, plus les fronts vont baisser et donc, plus les porteurs en bénéficient. Et cette réplication synthétique, effectivement, quand c'est un univers action mondiale, c'est des processus, une gestion parfaitement maîtrisée. Parce que moi aussi, depuis que je suis l'industrie, le risque synthétique, on m'en a toujours parlé, quoi. Oui, alors c'est un risque qui est très encadré. L'actif physique que vous portez, en fait, sert de collatéral en cas de défaut. J'entends. On échange, c'est ça. Exactement. En général, vous êtes surcollatéralisé, c'est-à-dire que vous détenez plus d'actions. Et c'est ce qui permet de couvrir le risque. Et c'était vraiment les débats qu'il y avait notamment au moment de la faillite de Lehman, où vraiment les émetteurs américains disaient attention, c'est dangereux du coup le synthétique. Là où souvent, et là aussi il faut regarder lorsque vous faites de la réplication physique, les émetteurs peuvent aussi faire des prêts de titres et donc avoir aussi un risque de contrepartie que vous allez pas forcément voir de manière aussi évidente. Donc dans tous les cas, il faut vraiment analyser son ETF avec attention. Mais la réplication synthétique, moi j'ai passé 14 ans chez Lixor, qui est un vrai
partisan de réplication synthétique, donc je vois bien comment c'est fait, et ne présente pas de danger particulier. Il faut juste regarder et vérifier les émissions et les contreparties avec lesquelles se... L'ETF de BlackRock iShares dédié aux actions mondiales pour l'EPA n'est pas aligné sur les accords de Paris. C'est pas un ETF vraiment classique, ESG de ce point de vue-là. Exactement. Ils ont voulu, à mon avis, voulu faire simple, et en fonction du succès, ils élargiront certainement la gamme. On peut leur faire confiance. On va traquer effectivement le succès de ce C'est un peu tôt pour voir en termes de collecte. Oui, j'imagine. On a vu sur les réseaux sociaux aussi beaucoup d'influenceurs ou d'analystes un peu ETF qui communiquent et qui étaient très contents, parce que c'est vrai qu'ils sont moins chers que les concurrents. On va voir la qualité de la réplication, mais on peut faire confiance à BlackRock effectivement pour être capable d'arriver à adresser vraiment la demande. On suivra ça. Intéressant. C'est le produit du mois. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'on n'aura pas eu le temps de détailler le reste des lancements de produits. Pour conclure, votre positionnement, alors au terme du premier trimestre, en anticipation de ce deuxième trimestre dans lequel on est entré il y a quelques jours, Olivier? Nous, on reste favorable aux actifs risqués, donc favorable aux actions. Donc on est surpondéré aux actions dans les profils diversifiés, d'une manière générale. On avait réduit, on avait avant une surexposition aux actions américaines qu'on avait coupées. Là, on est rentré, on est plutôt content d'avoir coupé actuellement, et on est rentré un petit peu en surpondération européenne. Donc on y va prudemment, mais on commence à monter le poids de l'Europe en pensant qu'en termes de banque centrale, la situation devrait être mieux gérée. Et c'est vrai que les actions européennes sont moins chères, sont valorisées moins chères, et on voit les inflexions des PMI, ainsi de suite, depuis plusieurs mois. Donc on se dit que potentiellement c'est le moment. Donc on y va prudemment. On n'a pas fait un pari entier, mais on y va prudemment. En termes sectoriels, on continue d'être toujours positionné sur les valeurs technologiques. On continue à penser qu'il y a du potentiel toujours. On est sur le secteur de la santé, qui pour l'instant porte ses fruits. Mais là aussi, sur à la fois les valeurs technologiques, le côté intelligence artificielle qui pourra apporter des gains assez rapides, et sur le côté aussi un peu plus défensif, avec un marché qui pourrait être un peu plus volatile sur les prochains mois. On pense que c'est un bon positionnement. Et sur le côté obligataire, on reste classique en étant investi, à avoir un petit peu d'investment grade au niveau européen sur des durations courtes. Voilà en termes de positionnement. Positionnement du Yomoni actuellement. Merci beaucoup Olivier. Merci de venir nous voir chaque mois pour nous apporter votre expertise et les insights, les éclairages de cette industrie ETF. Olivier Malteste avec nous en plateau, directeur des investissements de Yomoni.